control. Take control of your pleasure. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans une de mes vidéos sur le sujet de la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, évidemment, c'est quelque chose qui affecte tout le système climatique de notre pays, et ce système climatique est régi par des cellules qui ceinturent la planète, comme la cellule de Ferrel, la cellule de Hadley et la cellule polaire. Évidemment, nous avons avec ça des déplacements d'avions tankers qui influencent les dites cellules en question pour arriver à contrôler le climat. Évidemment, ils s'y prennent de plusieurs façons. Vous savez, ils doivent aussi réfrigérer l'atmosphère. Pour réfrigérer l'atmosphère, ils ont besoin de produits chimiques à large spectre qui vont se disséminer à travers, évidemment, la stratosphère et les couches hautes de la troposphère. Pour arriver à cela, ils ont besoin d'avions tankers qui vont faire les épandages nécessaires pour refroidir l'atmosphère. Et ils n'ont pas besoin, évidemment, de fabriquer des nuages pour ça ou faire des lignes blanches, comme vous voyez, des chemtrails pour faire cela. Évidemment, cela aide aussi pour couvrir le ciel. Quand ils arrivent à balancer ces réfrigérants qui sont incolores, inodores, sur le coup, évidemment, ils se mélangent aux cristaux de glace. Ils réagissent, comme l'azote liquide, par exemple, qui devient bleu. Vous voyez, vous allez voir des lignes bleues dans le ciel, et ces épandages vont donner l'impression qu'il y a des lignes à l'horizon, et des lignes, ça fait des pubs. Ces épandages sont faits pour refroidir l'atmosphère. Ça, c'est une des premières choses qu'il faut retenir de la géo-ingénierie, refroidir d'une manière drastique le plus possible. Et il faut qu'ils trouvent des moyens aussi pour laisser le soleil paraître. Parce que vous savez, leur méthodologie a beaucoup évolué depuis les 5 dernières années, ce que nous avons remarqué, nous qui observons ces choses-là. Et on s'est évidemment demandé
est-ce qu'ils sont en train de transformer cette technique? Évidemment, je pense que oui, qu'ils sont en train de la transformer et ils en ont fait un bon bout de cette transformation-là. Mais tout de même, la géo-ingénierie demeure quand même très apparente pour ceux qui ont l'œil aiguisé, pour ceux qui connaissent très bien les chemtrails et les épandages de la sorte. Le problème est que, malgré leurs ajustements, rien ne ressemble à ce que Dame Nature faisait avant. La seule chose qui a du sens, évidemment, dans tout ça, c'est que nous assistons à des dommages collatéraux. Vous savez, le sens, quand je dis ça a du sens, c'est que tout va avec. C'est que on ne peut pas nier l'évidence des chemtrails. On ne peut pas nier, c'est d'une évidence. Et quand on les voit faire, évidemment, souvent c'est aux petites heures du matin, c'est la nuit qu'ils font le travail, ils font le sale boulot la nuit. Ils ont beaucoup changé leur méthode d'opération. Ils en font quand même le jour aussi, ils ne vont pas se gêner, mais ils en font plus la nuit parce que vous savez, plus on est dénoncé, quand on fait des choses malsaines, plus on doit s'ajuster pour essayer de continuer à les faire, ces choses malsaines. Ça veut dire trouver des trucs. C'est comme un alcoolique qui cache ses bouteilles pour pouvoir continuer à boire tout en disant qu'il ne boit pas. Bon, la géo-ingénierie, de toute évidence, va continuer à entretenir ce foie. Il y a des gens qui disent, mais comment ça se fait qu'on nous dit que la géo-ingénierie refroidit quand il y a de la neige partout? Eh bien, il faut faire attention avec ça parce que chaque région de l'Amérique et chaque région de la Terre a un climat spécifique, tout dépendant de la zone. Mettons, on se retrouve devant une zone adiabatique, une zone où il y a beaucoup d'humidité, une zone de réaction. Il y a des réactions là qui se trouvent dans une plaine et dans les montagnes, c'est pas pareil. Alors, on doit utiliser une stratégie d'approche, de refroidissement différente d'une région plus chaude à une région plus froide. C'est-à-dire, si on veut refroidir une région plus chaude, on doit utiliser, disons, une neige avec des polymères à l'intérieur, des produits chimiques qui vont faire en sorte qu'elle va non pas se dissoudre en allumant une flamme de butane, mais se dissoudre simplement par la chaleur, mais par une chaleur plus élevée, tout dépendant de ce qui a été calculé en laboratoire, à savoir, mettons l'équivalent, mettons d'un rond de poêle. Par exemple, on va allumer un rond pour faire. On prend une casserole, par exemple, on la fait chauffer, vous allez voir la neige des États-Unis sûrement fondrait là-dedans. Et vous allez prendre un lactaire qui ne dégage pas la même puissance de chaleur uniforme, parce que là, on parle de volume, on parle de masse volumétrique, on parle de densité, parce que la neige est moins dense que la glace. Évidemment, il faut que les géo-ingénieurs tiennent compte que cette neige doit résister, disons, à plus 1, plus 2, plus 3. Il faut qu'elle reste le plus longtemps possible pour renvoyer les rayons du soleil vers, évidemment, hors de l'atmosphère. Et pour ça, ils doivent rebondir, non pas réchauffer la Terre dans le sud, pour éviter des sécheresses à venir, des sécheresses qui les préoccupent, des sécheresses qu'ils ont prévues pour 2014. Alors, ces sécheresses doivent être évitées de cette manière-là. Alors, il n'y aura peut-être pas de sécheresse, vous savez, ils ont peut-être réussi leur coup. Est-ce que c'est pour protéger leur culture? Est-ce que c'est pour le nouvel ordre mondial? C'est un peu des deux, vous savez, parce que Monsanto a des cultures d'OGM aux États-Unis qui valent des milliards de dollars et ils en ont à travers le monde, ils en ont partout. Et les cultivateurs sont redevables de leurs semences qui sont modifiées génétiquement, ils ont des brevets et ils ont des redevances. Le problème avec tout ça, c'est que aussi ils ont composé des semences qui résistent à l'aluminium. Voyez-vous, il n'y a pas de hasard, ce qui prouve que les épandages contiennent aussi de l'aluminium, même les relevés de puits et les relevés atmosphériques, tout ça ont prouvé qu'il y avait de l'aluminium, il y avait la présence d'aluminium et de strontium et de barium. Le barium est extrêmement toxique pour la vie humaine autant que pour les animaux. Et le barium est extrêmement toxique aussi pour la vie aquatique, ce qui expliquerait aussi les morts, les millions de poissons morts qui ont été victimes du barium. Le barium est encore plus toxique encore que l'aluminium. L'aluminium est toxique, mais pas autant que le serait le barium. Alors, vis-à-vis évidemment la
faune aquatique. Ça, c'est un autre problème aussi qu'il faut faire face, le barium. Le barium, c'est quelque chose d'horrible et ils l'utilisent largement. Vous savez, la géo-ingénierie provient, son plus proche parent, c'est la pyrotechnique. Et c'est là que tout a été élaboré. Vous savez, maintenant, on comprend mieux la diffusion et la dispersion. La chimie a beaucoup évolué dans ce sens, la chimie d'aujourd'hui. On ne parle même pas ici de nanotechnologie, qui n'est pas ma tasse de thé, mais on parle de chimie. Et on s'imagine qu'ils ont peut-être même combiné la nanotechnologie à la chimie pour arriver à mieux contrôler le climat de la Terre. Et pourquoi ils le font? Eh bien, ils le font simplement, comme je l'ai dit, pour le pouvoir. Ils ne le font pas parce que c'est pour sauver la planète. Le CO2, ça ne compte même pas pour 0,035% de tous les gigatonnes d'atmosphère, de tous les gaz. Les autres gaz sont plus présents, comme par exemple l'azote, c'est 78% de toute l'atmosphère. 21% pour l'oxygène. Les gaz rares comme l'argon et le CO2, tout ça ne comptent que pour 0,035%, même pas pour 1%, ce qui est extrêmement bas. Ce sont des gaz rares. Et le gaz en question, comme on aime tellement le dire dans les milieux écologistes, que c'est un gaz à effet de serre, il ne faut pas oublier que quand je fais ma vidange pulmonaire, que ce soit les animaux, tout ça, on contribue au cycle de l'oxygène. Parce que les plantes en ont besoin. Pour eux, ce n'est pas une vidange, ce n'est pas un déchet. Eux produisent de l'oxygène comme déchet, mais pour nous, c'est de l'or. C'est notre vie. Alors, la chaîne du carbone doit continuer sur la Terre. On ne peut pas la saboter et dire on va la réduire. Si on réduit la production de carbone, on réduit aussi la production d'oxygène. C'est une chaîne. Et ça, les géo-ingénieurs le savent. Ce sont des eugénistes. Au fond, s'ils veulent créer une mauvaise qualité de l'air, on doit la rendre plus viciée. Et si on la rend plus viciée, alors il va y avoir plus d'apparition de maladies. Parce que les poumons sont très importants pour ce qui est d'oxygéner le sang et pour faire du sang un sang de qualité. Si on veut produire un sang de qualité à l'intérieur de notre corps, on doit avoir un oxygène de qualité, non pas un oxygène vicié ou la rareté de l'oxygène, même dans les plaines, qu'on se ramasse avec des problèmes pulmonaires parce que des gens qui sont déjà faibles au niveau pulmonaire, soient aux prises avec la suffocation. Parce que la suffocation peut exister si l'oxygène se raréfie sur la Terre. Et ce programme de raréfication de l'oxygène par la diminution drastique de l'échange dans le cycle du carbone est une bonne manière aussi de réduire la population par une augmentation des asthmatiques, des problèmes qui ont tous rapport avec les poumons. Et les poumons sont très importants pour oxygéner le sang. Et si on n'a pas un apport de qualité d'oxygène dans le sang, alors vous êtes voué à devenir malade et à vous éteindre plus rapidement que vous auriez dû vous éteindre. On va peut-être vous faire perdre 10 à 15 ans d'espérance de vie. Tout ça, c'est des gens qui calculent tout ça, ce sont des eugénistes, ce sont des gens qui vont dire, mais comment ils font aussi pour arriver à tout faire ça? Pourquoi ils font ça? Mais la question, c'est le pouvoir, ça se faut toujours dire, et plus on est trop nombreux à contrôler, ce sont des manières du contrôle, et la population est trop nombreuse. Pas parce qu'elle est trop nombreuse pour la Terre, pour que la Terre lui suffise, non, elle est trop nombreuse pour eux. Et comment ils font ça? Eh bien, ils contrôlent les plus grosses entreprises industrielles qui fournissent les petits industriels qui utilisent leurs produits. Ils sont invités même, enveloppés dans un beau papier cadeau, à utiliser leurs produits comme le phosphate d'aluminium, par exemple, le glutamate monosodique, pour nommer que ces deux-là, qui font partie de la chaîne alimentaire de la planète, au fond. Ces gens-là ont des industries et des alumineries et qui produisent des déchets toxiques qui sont par la suite vendus pour toutes sortes de vertus à des petits industriels qui, eux, vont l'acheter comme agent de conservation, rehausseur de goût, etc. Et vont distribuer ça dans le monde, dans leurs produits,
Et vont suivre évidemment l'étiquetage qui aussi est un contrat tacite entre vous et l'eugéniste derrière le petit industriel qui n'est pas conscient de ce qu'il fait, parce que c'est pas parce que les industriels sont tous dans le coup, là, c'est pas ça du tout. C'est qu'ils ne sont pas conscients euh, que ces gens-là les influencent subtilement, qu'ils se réunissent, qu'ils organisent leur affaire et qu'eux font des bénéfices avec, évidemment, leur programme en plus. Vous savez, ils font une pierre deux coups. En plus de faire ce qu'ils veulent, réduire la population, ils font même du cash sur votre dos. C'est vraiment l'enfer. Ces gens-là sont évidemment des mondialistes aussi. Les nationalistes n'existent plus depuis bien longtemps. Les vrais nationalistes au niveau des gouvernements, comme par exemple Pauline Marois qui essaie de se faire croire à elle-même, par exemple, on dirait qu'elle se pratique devant le miroir pour se faire croire qu'elle est nationaliste, mais elle ne l'est pas, elle est mondialiste. Elle va à Davos et elle fait tout ça. Ah oui, c'est pour le Québec, oui, on peut y croire, oui, à tout ça, toute cette chimère, parce que c'est chimérique de croire que le mondialisme va aider le Québec. Au contraire, les emplois vont disparaître parce qu'ils vont être délocalisés vers d'autres pays qui sont émergents et qui donnent évidemment un rendement supérieur à des entreprises, à des capitalistes qui ne cherchent que le capital, ne cherchent pas le développement de leur pays, ne cherchent pas l'essor économique et le bonheur du pays. Voyez-vous, on a un problème de colonne vertébrale ici au Québec, au niveau politique. Et par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, il faut aussi analyser une chose, c'est que ces gens-là, s'ils veulent arriver à leur but, ils doivent vous programmer pour la mort. C'est-à-dire, par exemple, comme le programme, je reviens sur le programme Mourir dans la dignité. Eh bien, ce programme-là peut déraper du jour au lendemain où il sera établi. Vous savez, mourir dans la dignité, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Au fond, ça représente de dire on va aider des gens qui sont en phase de vie amoureux dans la dignité. Est-ce que affronter la mort, c'est pas plutôt ça, la dignité de la vie? Être digne devant la mort, c'est l'affronter dans toute sa dimension. Se faire euthanasier, ce n'est pas être digne, c'est être devenu rien du tout, une merde, qu'on injecte une substance ou qu'on envoie de la morphine pour partir lentement, ou du fentanyl par exemple. Alors, non, c'est pas très bon. Je vois pas ça comme mourir dans la dignité. Pourquoi le gouvernement ne s'acharne pas à nous faire vivre dans la dignité, avoir des hôpitaux qui nous rendent plus dignes justement face à la mort et lutter contre la mort? Plus on lutte contre la mort, plus on est digne devant la mort. Sinon, on n'est pas digne, on est indigne, on est des perdants, on est des losers. L'agent ingénierie, évidemment, est là pour conserver, parce qu'il faut revenir à la géo-ingénierie, est là pour conserver, évidemment, le climat de l'Amérique du Nord intact. Que l'Amérique du Nord reste ce qu'elle est, malgré les changements climatiques, et pas opérés par le CO2, opérés par notre Soleil, qui rentre dans des phases minimum et optimum. Et là, il est dans une phase optimum, et ça n'a pas rapport avec les tâches solaires, ça a rapport avec son champ magnétique, qui évidemment déplace le plasma et qui fait que le Soleil est entré dans une phase de croissance. Et cette phase de croissance, évidemment, peut être plus froide ou plus chaude, tout dépendant de ses champs magnétiques. Et quand ça arrive, ça peut durer une centaine d'années, une quarantaine d'années, voire le millier d'années. Alors, dans quelle phase on est, ça c'est très difficile à dire. Moi, je miserais sur une phase de 1000 ans qui vient de commencer. Ça fait environ 7 à 8 ans déjà que c'est commencé cette phase de 1000 ans. C'était votre serviteur, Alain Ginorando, pour le dossier Géo-ingénierie et Nouvel Ordre mondial.